Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Didier Saint-Georges. Bonjour Didier. Bonjour. Merci d'être là avec nous, membre du comité d'investissement chez Carmignac. Bon, nouvelle journée noire sur les marchés. Non mais des baisses de 5%. Déjà hier on a vu Wall Street, séance noire. Wall Street qui rentre en marché baissier, je ne sais pas ce que ça vaut, mais plus de 20% de baisse depuis les points hauts. Nous on est à 28, 5% de baisse aujourd'hui. Est-ce que ça commence à vous inquiéter? Il en faut plus pour l'inquiéter, mais ça ne commence pas à vous inquiéter, ces plongeons en Syrie, où on se dit, c'est pas normal vu les inquiétudes, parce que l'épidémie continue de se propager à la fois aux États-Unis, en Europe, parce que les réponses budgétaires, notamment, il n'y a pas aucune coordination, puis la sortie de Trump qui a surpris tout le monde, on ferme les frontières aux Européens. Et tout va bien, mais voilà une des mesures principales, c'est pas la seule qu'il a proposée. Vous commencez à vous inquiéter ou pas? Non, on s'est inquiété depuis un petit moment, je peux vous dire. Il n'y a pas un saut, il n'y a pas un nouveau cap qui est franchi là? Non, 28% de baisse sur les marchés actions, sur le CAC 40. Oui. Alors, essayons de comprendre ce qui se passe. Je pense que ce qui se passe sur les marchés obligataires nous donne beaucoup plus d'informations sur le problème. Donc déjà, pour ce qui est de la maladie elle-même, bien avoir en tête deux choses qu'on avait discutées, si je me souviens bien, il y a un mois ou à peu près, c'est de se dire qu'une propagation virale, ça a une trajectoire, qui est une trajectoire, je dirais, en forme de courbe de cloche, c'est-à-dire que vous avez une accélération très très forte au début, ouais. et puis à un moment donné, l'accélération ralentit, il y a un plateau, puis ça décélère. On la voit partout, on la voit en Chine, on la voit en Corée, on la voit... Voilà, donc c'est une trajectoire tout à fait normale, et donc il y a un temps de latence, si j'ose dire, en Europe, aux États-Unis, presque mécaniquement. Hein, ça s'est décalé dans le temps. Et donc, on est rentré maintenant, nous, en Europe, dans cette phase-là. Donc, dans la phase d'accélération, on n'y est pas encore aux États-Unis. Hein. Donc, ne vous réjouissez pas trop vite. Aux États-Unis, on va avoir une phase d'accélération également, que Trump a complètement raté. Il n'a pas compris le phénomène. Donc, c'est la première chose. Donc, ne pas se focaliser sur chaque chiffre, chaque jour qui sort. De toute façon, ça va être en accélération, on le sait. Oui, mais on sait aussi que derrière, en Chine, ils sont sur la partie la courbe qui redescend. Donc on devrait se dire, donc on confine un peu et puis dans 2 mois on n'en parle plus. D'où ma deuxième observation, qui est que le problème principal de ce virus, ce n'est pas son taux de mortalité. Je ne sais pas ce qu'il est exactement, je crois que personne ne le sait vraiment, mais nous allons dire aux alentours de 3% ou quelque chose comme ça. C'est pas ça le problème, parce que là, on pourrait penser quand même que la société est capable de vivre avec quelque chose qui génère un taux de mortalité de 3%. Il y a d'autres causes de danger qui ont des taux de mortalité plus élevés que ça. Il n'est pas là le problème. Propagation. Le problème, non, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est que il y a visiblement, là, statistiquement, 15 à 20% des cas qui nécessitent une hospitalisation. Et sur ces 15 à 20%, il y en a 5 environ, d'après les chiffres qu'on a pour l'instant, qui nécessitent des traitements d'urgence. Bien. Et le problème, c'est quand la propagation arrive à des nombres tels que 15 à 20% génèrent un embouteillage dans les hôpitaux. Il est là le problème, parce qu'à partir de là, les gens qui auraient besoin d'un traitement hospitalier, voire un traitement d'urgence, ne peuvent pas l'avoir parce que les hôpitaux sont pleins. En Chine, et c'est vraiment très utile dans toute cette histoire de bien regarder comment les choses se sont développées en Chine, parce que naturellement, il y a deux mois d'avance. En Chine, vous regardez le taux de mortalité à Wuhan, il est beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ont eu ce problème à régler aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un engorgement des hôpitaux, donc les personnes qui auraient dû être traitées de manière hospitalière, voire de manière urgente, n'ont pas pu l'être, et donc le taux de mortalité a augmenté. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que l'impératif absolu, et c'était même le cas en Chine, mais c'est encore plus le cas, je pense, dans les démocraties. Les plus graves. Non, enfin oui, mais pour pouvoir le faire, c'est de réussir à réduire le pic de besoin d'hospitalisation, de telle manière qu'on ne se retrouve pas dans une situation où des gens qui ont besoin d'être traités sont arrêtés à la porte parce qu'on ne peut pas les prendre. Et comment on fait ça ? On essaie de confiner les gens le plus possible pour que la maladie ne se propage pas trop. Donc en Chine, et on revient à votre observation, en Chine, le confinement, d'une part, a été d'une violence absolument considérable. C'était la première fois, je pense, en temps de paix qu'on confinait 60 millions de personnes d'un seul coup. Ce qu'ont fait les Italiens aussi. Et deuxième chose, deuxième chose, ils ont eu, alors j'ose pas appeler ça cette chance, mais bien voir la différence quand même entre la Chine et le reste du monde. En Chine, le centre de propagation était par définition
isolé. C'était un endroit, c'était Wuhan. C'est plus facile d'isoler une seule source que quand vous êtes en Europe, en Italie, en France, aux États-Unis, etc., où par définition, le virus est arrivé par plusieurs sources et par conséquent, vous avez une multiplication de foyers qui sont beaucoup plus difficiles à confiner. Donc on se retrouve dans une situation où là, l'Italie nous montre le problème, c'est-à-dire que vous avez cette pente exponentielle qui arrive à un nombre de personnes infectées dont les 15 à 20% de personnes qui auraient besoin de traitement hospitalier ne peuvent pas l'obtenir et donc le taux de mortalité augmente. On est dans cette situation-là, ce qui veut dire, pour arriver peut-être au marché, qui est notre sujet aujourd'hui, c'est que les gouvernements n'ont pas d'autre choix que de faire du confinement autant qu'ils peuvent. Or, le confinement, et là la Chine, encore une fois, est intéressante comme source de compréhension du problème, le confinement a un coût économique considérable. Que les marchés sont prêts à accepter ? Visiblement non. Visiblement non. Les marchés aujourd'hui se rendent compte que le coût économique est absolument considérable. Chute de la demande, chute de l'offre d'une certaine façon, mais surtout une chute de la demande. Donc vous avez un choc en termes économiques. Je crois que vous avez une interview plus économique tout à l'heure, mais en termes économiques, la façon de le dire, c'est que c'est un choc déflationniste. Baisse de la demande, donc baisse des anticipations d'inflation. Quand vous regardez un des chiffres les plus spectaculaires qui s'est produit depuis une dizaine de jours, c'est la baisse des anticipations d'inflation. Elles se sont vraiment effondrées et c'est pour ça que les taux d'intérêt à 10 ans, à 30 ans se sont effondrés. Ils s'effondrent encore aujourd'hui parce que le marché, les investisseurs, voient le problème comme un choc de déflation. Vous avez une crise pétrolière qui arrive là-dessus et qui renforce le choc de déflation, parce que ça fait baisser le prix des matières premières, le prix du pétrole. Donc vous avez un choc de déflation qui ressemble, de ce point de vue-là, il faut faire attention aux comparaisons, au choc de déflation qu'avait créé la crise de 2008. Crise de 2008, risque de déflation également, par chute de la demande aussi. Réponse des banquiers centraux, on va baisser les taux d'intérêt, relancer liquidité. Voilà, ils avaient les moyens. Aujourd'hui, on est de nouveau dans un choc déflationniste. Et on l'avait dit, sans aucune munition. Une cause très différente, ce n'est pas une crise de crédit, etc. C'est un choc externe qui n'a rien à voir, mais qui se trouve créer un choc déflationniste pour lequel effectivement, les munitions ont été quand même largement utilisées. Donc les marchés aujourd'hui s'inquiètent d'un choc déflationniste pour lequel il n'y a pas beaucoup de solutions dans l'immédiat. Voilà, à mon avis, l'analyse qu'on peut faire de la réaction des marchés. Donc tout est rationnel. Il me semble, oui. Dans la réaction des marchés. Absolument. Parce qu'on dit souvent, les marchés, c'est excessif, effectivement. Ils ne voulaient pas voir il y a encore 3 semaines et maintenant, ils ont ouvert les yeux et c'est brutal. Oui, je pense qu'il y a une rationalité, oui. Ouais, et donc voilà. Mais donc on se dit quoi? Parce que tout ça est impriceable. Alors on se dit. Qu'est-ce qu'on fait? Ils font quoi chez Carmignac? Vous faites quoi chez Carmignac? Au-delà de ça même. On a réduit les risques pratiquement au maximum sur tous nos fonds. Il n'y a plus d'actions? Si. Et les couvertures. Il y a des couvertures. Des couvertures extrêmement importantes sur tous cher, nos fonds patrimoine. Non, les couvertures, c'est des ventes à terme d'un indicateur, c'est des futurs. Il n'y a pas un coût. Il y a juste. C'est une option, c'est un coût. Oui, ce n'est pas les options, là. Voilà. Ce sont des futurs. Alors simplement, si les marchés rebondissent demain matin, c'est sûr qu'on n'en profitera pas. On ne peut pas avoir une chose et son contraire. Mais donc, pour essayer de raisonner un peu sur l'avenir, première chose, qu'est-ce que vont pouvoir faire les politiques et les banques centrales. Pour l'instant, c'est en ordre dispersé. Ça va être intéressant cet après-midi. On va avoir Christine Lagarde qui va s'exprimer. Qu'est-ce que peuvent faire les banquiers centraux? À mon avis, la seule chose que peut faire un banquier central, et historiquement c'est le cas, c'est de rendre l'argent disponible. Et ça, c'est pas rien. C'est pas rien. Le premier risque aujourd'hui, ce sont les PME qui se retrouvent simplement avec un chiffre d'affaires à zéro d'un seul coup, et très rapidement, ils ont des problèmes de trésorerie considérables. Or là, il faut absolument éviter des faillites par crise de trésorerie. Ça passe par la banque, c'est pas la Banque centrale en direct. Il faut que la Banque centrale s'assure que les banques commerciales ne les moyens et l'intérêt de le faire. Donc il faut leur offrir de l'argent. Donc c'est un nouveau TLTRO, pardon. Subventionner, voilà, les fameux TLTRO, c'est-à-dire en gros du financement subventionné à taux négatif, voire même à taux négatif. Pour inciter à dire aux banques, vous allez gagner de l'argent. Voilà. Avec l'argent que je vous donne, pour prêter aux PME en difficulté. C'est ça. Donc on va voir si cet après-midi, il y a effectivement un message explicite dans ce sens-là qui permettrait au moins d'éviter le phénomène de faillite de PME qui aurait ensuite, bien sûr, des réactions en chaîne. Donc ça, c'est pas rien. Il faut vraiment pas le négliger. C'est quelque chose qu'on attend des banquiers centraux et on peut espérer l'obtenir. Ça n'a rien à voir ni avec le traitement, la propagation virale, naturellement, ni avec une relance
Ensuite, ça permet simplement d'éviter, enfin de compenser l'impact économique à très court terme. À supposer que les banques jouent le jeu derrière aussi. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra que l'incitation soit forte à travers des taux d'intérêt extrêmement encourageants offerts par la Banque centrale. C'est ça qu'il va falloir regarder. Et ça, c'est de nature à rassurer les marchés, alors que la baisse surprise des taux de la Fed a fait, c'est un coup de pied dans l'eau. La baisse des taux elle-même ne sert pas à grand-chose. Il faut absolument obtenir, c'est ce qu'on vient de dire, des banques commerciales, l'incitation à offrir de la liquidité aux PME qui vont en avoir besoin. C'est ce que font les banques chinoises, d'ailleurs, encore aujourd'hui. Hein. Mais ça permet des banques d'État. Oui, voilà. Alors, l'encouragement est plus facile. Oui. Mais c'est ça l'action la plus efficace. En réalité, à court terme, ça ne résout rien. Ça évite de transformer un problème viral en problème économique direct. Ensuite, il faudra relancer l'économie. Le moment venu, ça ne sert à rien de le faire maintenant. Donc un plan de relance, maintenant tout le monde s'excite en disant ouais, les plans de relance coordonnés à l'échelle de la planète, non, ou en Europe, il n'y a pas grand-chose, 25 milliards, c'est de l'argent qui est recyclé de la part de la Commission européenne, mais c'est trop tôt. Ben voilà, exactement. Hein, vous n'allez pas demander aux gens d'aller consommer maintenant, vous leur demandez en même temps de ne pas consommer et de rester chez eux. Donc il faut juste séquencer le traitement de la question. Dans l'immédiat, il faut éviter que le choc devienne un choc qui crée des faillites. Donc ça, c'est la liquidité offerte par le secteur bancaire. Dans un deuxième temps... Et vous êtes convaincu que les banques centrales seront au rendez-vous? Ah non, j'en suis pas convaincu. Ah. J'en suis pas convaincu. On va les écouter. Pour l'instant, la Fed n'a pas véritablement agi de manière convaincante. Et on va écouter Christine Lagarde cet après-midi. On va voir. Hein. Le sujet, c'est véritablement de... alors là, on revient directement au marché. Hein, c'est d'avoir une action suffisamment forte et radicale pour se dire que ce risque de déflation, qui encore une fois est le problème aujourd'hui, les marchés sont en train de se dire tout ça va tourner en choc déflationniste. Donc est-ce que les banques centrales ont encore la possibilité d'avoir un message suffisamment fort et un peu le whatever it takes de 2012 pour éviter que les marchés se convainquent une bonne fois que ça y est, on est rentré dans un choc déflationniste, parce que si c'est le cas, ça devient autoréalisateur naturellement. Donc la parole pourrait être suffisante. Pardon ? La parole, quelque part, c'est très important, pourrait être bien plus efficace que des mesures de baisse des taux qui sont inopérantes quand les usines il sont faut fermées. Les deux. Il faut être convaincant et il faut concrètement Donc les clés à court terme sont dans les mains des banques centrales. À court terme. À très court terme, oui. Beaucoup plus que les gouvernements dont les plans de relance viendront dans un second temps. Voilà, sauf qu'il est pas trop tôt pour commencer à envisager ces plans de relance parce que... On a à l'échelle nationale. Hein. On a vu l'Australie encore aujourd'hui, l'Angleterre, 30 milliards de livres sterling, 25 milliards hier en Italie. C'est pas rien non plus, 25 milliards en Italie. C'est pas rien, si ce n'est que... C'est autant que ce que propose la Commission pour l'instant. Tout ce qui est soutien, je dirais, budgétaire aujourd'hui, ça permet au moins d'éviter, comment dirais-je, que l'on fasse des économies en ce moment. Mais ce n'est pas la même chose qu'une relance budgétaire au moment où, ça y est, les entreprises peuvent de nouveau produire, les consommateurs peuvent déjà consommer, et il faut leur donner cette impulsion pour qu'ils le fassent. Ça viendra après. Il faudra que ce soit coordonné, et il faudra le financer. Donc se posera la question de nouveau, la tolérance pour des déficits budgétaires importants, etc. On a compris sur les propos d'Angela Merkel qu'il y aurait des largesses budgétaires qui seraient oui, mais tolérées. Ça veut dire quand même qu'il faudra trouver quelqu'un qui les finance. C'est-à-dire que les gouvernements devront s'endetter davantage, donc il faudra trouver des acheteurs pour que les taux d'intérêt restent bas. Donc les banques centrales ne pourront pas sortir de l'équation, il faudra qu'elles continuent de se présenter là avec peut-être une nouvelle forme de quantitative easing ou quelque chose d'assimilé qui permette d'avoir le moment venu, et encore une fois c'est pas maintenant, mais le moment venu, des relances budgétaires très fortes que les banques centrales accompagnent de telle manière que ça continue de se faire sur des taux d'intérêt. Tout ce qu'on dit là est passionnant, mais je vous trouve hyper serein après une baisse du CAC 40 en moins de 3 semaines de 28%, qui nous rappelle, pardon, vu la violence, on est sur du 2008 là, hein. Non, enfin, je parle sous votre contrôle. Oui, enfin, sur les mouvements de marché, c'est extrêmement violent en effet, mais... Enfin... Et on se dit tous, mais voilà, à quel moment, quand ça peut se stabiliser? Et on se dit, mais c'est une question sanitaire, il faut regarder la fameuse pente, à quel moment on est en haut de la courbe en cloche, comme l'aurait très bien fait le ministre de la Santé, quand il l'a fait l'autre fois sur BFM TV, vous avez vu cette séquence, elle est géniale. Hein. Et où les banques centrales, quel message elles vont faire passer, quelles mesures elles mettent en place pour soutenir les PME défaillantes ou en trésorerie tendue. Voilà, c'est ça. Et on se dit, le plancher, on ne le voit pas pour l'instant. On a l'impression que ça peut continuer à tomber, le couteau, et personne n'a envie de le choper. Hein. Oui, enfin, je pense qu'en effet, le bout du tunnel, les réponses aux questions qu'on vient d'aborder pour que les marchés se disent... Donc il n'y a aucune raison que ça se stabilise?
Il n'y a aucune raison à la court terme que ça se stabilise. Encore une fois. Non. Et puis il y a à côté, il y a pas de raison la baisse sur les marchés en plus. Non. L'hypervolatilité, ça pousse pas des gens à couper leurs positions, des institutionnels qui doivent se dire quand il y a trop de volatilité, eh ben on coupe les positions. Oui, alors je pense qu'il y en a un certain nombre qui ne l'ont pas encore fait suffisamment. Je pense qu'aux États-Unis, c'est là que la complaisance est encore la plus forte. C'est assez extraordinaire, comme l'exécutif américain, il y a encore une semaine, était dans le déni total. Donc là, on peut craindre qu'en effet, il y a beaucoup moins de réalisme qu'en Europe. Mais je ne pense pas qu'il faille en soi se tétaniser. Il faut juste gérer les risques. Les risques, c'est un risque vraiment de perception par marché d'un nouveau choc déflationniste. Voilà, c'est vraiment ça l'identification du problème. Donc on n'arrive pas à pricer l'impact l'impact économique, au final. On en est là aujourd'hui. Oui, le pricer, c'est effectivement très difficile. Mais en revanche, ce qu'on peut faire quand on est gestionnaire de risque, c'est de bien être conscient du fait. Alors, on rentre dans les gros mots, là, mais il y a une convexité du problème. C'est-à-dire que le risque d'aggravation économique est plus élevé, si j'ose dire, que le potentiel de relance économique rapide.